Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la section S12A, donc la première partie là, de la section S12. Donc, avec la section S12, là, on commence la quatrième partie du livre là, qui s'appelle Un cosmos en évolution. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu là, l'histoire de l'univers, hein, comment l'univers s'est formé, comment l'univers s'est créé, dans le fond, comment il a évolué, comment il s'est développé jusqu'à atteindre l'état qu'on connaît aujourd'hui. Cette théorie-là, en passant, ça s'appelle la théorie du Big Bang, donc l'explication là, de la formation de l'univers et son évolution jusqu'à son état actuel. Donc, on va voir ça tranquillement dans les prochaines sections, là, à la section S12 et à la section S13 aussi. Mais l'idée générale, c'est que l'univers, c'est pas quelque chose qui est statique puis qui est immuable. Hein. C'est quelque chose qui va constamment être en évolution, qui va se développer. En fait, la forme de l'univers va changer. On entend des fois là, que l'univers est en expansion. Donc, les galaxies sont pas situées toujours au même endroit. Ils vont s'éloigner les unes les autres. Et même les galaxies, on a vu la dernière fois que il n'y a pas toujours le même nombre de galaxies. Parfois, il y a des galaxies qui vont se combiner ensemble pour en former des plus grosses. Il y a des galaxies spirales qui vont devenir des galaxies elliptiques quand ils vont se combiner et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une espèce d'évolution, si vous voulez. Donc, l'univers est constamment en train de changer, de se modifier, puis d'évoluer d'une certaine façon. Donc, c'est un petit peu ça l'idée là qu'on va voir dans les prochaines sections. Donc, c'est ça, à la section S12, on va voir un petit peu la théorie du Big Bang, plus à la section S12B. La section S12A, on va parler de certains concepts, là, comme la taille de l'univers, son expansion et tout ça. Donc, une des premières choses qu'on se pose comme question quand on parle de l'univers, on se pose la question, c'est quoi la taille de l'univers? On sait que l'univers est très, 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 très grand, mais la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que l'univers est fini ou est-ce qu'il est infini? Donc, est-ce qu'il y a une certaine taille qu'on peut mesurer? Est-ce qu'il y a une limite ou une frontière ou une bordure à l'univers ou est-ce qu'il est vraiment infini? C'est une question qui est vraiment pas évidente à répondre, mais ce qu'on pense, la meilleure hypothèse qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que l'univers serait vraiment infini. Et il y a plusieurs personnes qui se sont posées la question, évidemment, entre autres certains scientifiques bien connus comme Newton et comme Einstein, ça leur a posé quelques petits quelques petits problèmes, là, quelques petits mal de tête probablement là, à se questionner là-dessus, à savoir là, ce qui était fini ou infini. Puis c'est ça, c'est une question qui pose c'est un débat qui fait en sorte que les gens se posent beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de discussions là, qui sont en lien avec ça. Et entre autres, ce qui est arrivé, une des choses qui est arrivée, c'est il y a ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers. Donc il y a un monsieur qui s'appelait Olbers, tout simplement. Et lui, dans le fond, ce qu'il s'est dit, c'est que si l'univers était vraiment infini, comme plusieurs scientifiques le prétendent. Lui, il s'est dit, mais d'abord, à ce moment-là, pourquoi que, quand on regarde dans le ciel la nuit, pourquoi qu'on voit pas juste du blanc partout? Pourquoi on voit du noir avec des petits points blancs qui représentent les étoiles? Lui, il s'est dit, si l'univers était vraiment infini, ben, il s'est dit, il me semble que partout où on regarderait dans le ciel, ben, si l'univers est infini, c'est-à-dire que nécessairement, quelque part, à n'importe quel point il va avoir une étoile, même si c'est très 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 loin de nous. Donc lui, il s'est imaginé ça comme ça, puis il s'est dit, il me semble que si l'univers était réellement infini, ben, quand on regarde dans le ciel la nuit, on devrait pas voir du noir avec des points blancs, on devrait juste voir du blanc partout, parce que éventuellement on finirait par voir, il y aurait des étoiles dans toutes les directions, on verrait juste du blanc. Bon, donc l'idée était pas folle, effectivement. Quand on y réfléchit, ça a du bon sens. Et par analogie, on peut imaginer qu'on est comme dans une forêt qui est très 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 grande, ou même une forêt qui serait infinie. Et effectivement, peu importe dans quelle direction on va regarder, mais si la forêt est suffisamment grande, on va toujours finir par voir un arbre quelque part. Donc on verra pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la forêt, on verra pas de ciel ou de montagne, on va vraiment juste voir des arbres dans toutes les directions. Donc c'est un peu l'équivalent de ça ici. Peu importe où on regarde dans l'espace, on devrait juste voir une étoile quelque part. Donc, on devrait juste voir du blanc. Okay. Il y a eu plusieurs explications qui ont tenté d'expliquer pourquoi c'était pas ça qu'on voyait. Pourquoi on voyait plutôt là, du noir avec des points blancs. Certaines explications n'étaient pas bonnes, d'autres avaient des petits problèmes dans leur logique ou des choses comme ça. On va tout de suite sauter à la bonne réponse. Donc, la bonne façon de comprendre et d'expliquer pourquoi on voit du noir avec des points blancs, c'est relié au fait que la lumière ne se déplace pas instantanément. Donc, on sait qu'elle se déplace rapidement, hein, à une vitesse qui est très 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 grande, le fameux 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde qu'on voit souvent.
Donc oui, c'est excessivement rapide, tout ça, mais c'est pas une vitesse qui est infinie non plus, donc ce n'est pas instantané. Ça veut dire que quand une étoile, quelque part dans l'univers, émet de la lumière, ben ça prend un certain temps à cette lumière-là pour arriver jusqu'à nous. Et je vais juste peut-être changer la couleur de mon... Ok, je vais mettre ça en rouge. Donc imaginez que sur ce schéma-là, nous, on est la planète Terre. Donc on est le point bleu ici, au centre là, du schéma. Et bon, ce que vous voyez, les petits étoiles noires, ce sont les étoiles. Puis ce qui est en rouge, ce serait la lumière qu'elles émettent. Okay? Et c'est ça. Donc nous, comment ça fonctionne la vision? C'est que pour voir des choses, il faut que des photons entrent dans nos yeux ou dans nos télescopes, ou dans nos détecteurs, mais peu importe. Fait que ça prend de la lumière qui est partie là, d'une étoile, qui a été émise d'une étoile, et qui a voyagé dans l'univers. Donc ça lui a pris un certain temps, et après un certain temps, elle va parvenir jusqu'à la planète Terre, et là, on va être capable de l'observer. Et quand on observe cette lumière-là, on voit l'objet qui a émis la lumière. Donc on voit un point blanc dans le ciel qui correspond à ce point-là. Okay. Et ça, comme la lumière ne voyage pas instantanément, ça prend donc un certain temps pour que la lumière arrive jusqu'à nous, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Et ce qui arrive, c'est que il y a une certaine limite qu'on appelle l'horizon cosmique. Là. Tout ce qui est à l'intérieur, hein, disons, de cette limite-là, c'est des étoiles qui sont situées, on va dire, assez proches de nous pour que la lumière qu'elles ont émise ait eu le temps de nous parvenir. Okay, depuis que ces étoiles-là se sont formées, ils ont émis de la lumière, puis la lumière a eu le temps de nous parvenir. Donc, quand on regarde dans le ciel, dans ces directions-là, on voit les étoiles. Par contre, il y a des étoiles qui sont situées encore plus loin dans l'univers. Par exemple, cette étoile-là ici, elle est située tellement loin dans l'univers par rapport à nous que quand elle s'est créée, elle a commencé à émettre de la lumière partout, dans toutes les directions. Et entre autres, elle a émis de la lumière vers la Terre. Fait que cette lumière-là est en train de voyager vers nous, là, à une vitesse de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Mais comme on le voit sur le schéma, là, si je fais ça, vous voyez que la lumière n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Il reste encore là, cette distance-là à franchir. Fait que nous, en ce moment, si on est sur la Terre, puis qu'avec nos télescopes ou avec nos yeux, là, si on regarde dans cette direction-là, ben on voit rien. Pourtant, il n'y a pas rien dans cette direction-là, il y a une étoile. C'est juste que l'étoile, elle a pas encore eu la lumière que l'étoile a émise n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Fait que nous, quand on regarde dans cette direction-là, on voit rien. Okay. Et c'est pour ça que quand on va regarder dans cette direction-là, ben on va voir du noir. Donc on verra pas du blanc nécessairement, on verra pas d'étoiles nécessairement, même si pour vrai il y a des étoiles. Même chose, si on regarde par exemple dans cette direction-là, ben on va voir du noir, on verra rien parce que dans cette direction-là il n'y a pas d'étoiles. Ça se peut qu'il y en ait une très 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 loin, là, genre ici, qui a émis de la lumière, puis la lumière n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Donc ça arrive, c'est pour ça que dans certaines directions, on verra pas nécessairement de lumière. Okay. Et comme l'univers n'est pas statique, comme les étoiles, là, comme on a dit, ça évolue, tout ça. Donc, il y a des étoiles qui vont se former, des étoiles qui vont mourir aussi. Donc, peut-être que cette étoile-là est en train d'émettre de la lumière, on la voit, c'est correct, ça fait un petit point blanc dans le ciel. Peut-être qu'éventuellement, cette étoile-là va arriver à la fin de sa vie, elle va peut-être faire une supernova, devenir une étoile à neutrons ou un trou noir, donc elle va cesser d'émettre de la lumière. Et là, ben, il y en a d'autres qui vont se former ailleurs. Donc, c'est ça, ça bouge constamment. Donc, ça règle un peu le paradoxe, c'est que ça dit c'est normal qu'on verra jamais un ciel qui est complètement blanc, comme Olbers y avait pensé. On va nécessairement toujours voir là, quelque chose qui ressemble à ça, toujours du noir avec un certain nombre de points blancs. Okay. Donc ça, c'est la vraie explication. Mais malheureusement, cette vraie bonne explication-là, ça ne permet pas de trancher la question, là, est-ce que l'univers est fini ou infini? C'est que ça donnerait exactement le même résultat dans les deux cas. Donc, si l'univers est très 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 grand, mais pas nécessairement infini, ça ferait exactement cet effet-là. Et si l'univers était vraiment infini, ben ça ferait cet effet-là aussi. Donc le fait d'observer du noir avec des points blancs la nuit, ça ne permet pas de trancher la question à savoir est-ce que l'univers est fini ou infini. Donc c'est un peu un retour à la case départ, là, comme on écrivait dans le livre. Donc c'est même encore aujourd'hui, c'est pas évident. Là. Il n'y a pas de comme si vous voulez de preuves formelles là, que l'univers est est infini ou non. On pense qu'il l'est, mais c'est très très difficile à démontrer, là, hors de tout doute, si vous voulez. Je disais tout à l'heure que plusieurs grands scientifiques s'étaient posé la question est-ce que l'univers est fini ou infini? C'est le cas entre autres de Einstein. Et vous allez voir, c'est intéressant ce qui est arrivé avec Einstein là, quand il se pose cette question-là. Ça va vous montrer un petit moment cocasse, là, si vous voulez, de la vie d'Einstein. C'est que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, il a essayé d'appliquer
ses théories. Lui, Einstein il travaillait sur la théorie de la relativité restreinte, mais aussi sur le théorème de la relativité générale là, qui inclut là, la gravité et puis la courbure de l'espace-temps et tout ça. Et quand on dit que Einstein a appliqué sa théorie à l'ensemble de l'univers, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Là. Ça veut pas dire qu'il connaissait l'univers au complet. Hein. Pour appliquer cette théorie à l'ensemble de l'univers de manière très 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 exacte, ben il aurait fallu qu'il connaisse la composition exacte de tout l'univers, ce qui n'était pas le cas. Il connaissait pas la masse et la position exacte de chaque planète, de chaque galaxie, et ainsi de suite. Mais il n'avait pas besoin de faire ça. Il a fait une approximation. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, puis on va en reparler maintenant, c'est que quand on regarde l'univers dans son ensemble, à très 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 grande échelle, on se rend compte qu'à partir d'une certaine échelle, d'une certaine grandeur, justement, là, l'univers peut être considéré comme une distribution de matière uniforme. Donc, vous allez peut-être reconnaître cette animation-là on avait vu à la section, je pense que c'était S11B. C'est ça, ça dit que quand on regarde l'univers là, à partir de très très loin, là, quand on fait un zoom out là, dans l'univers, ici on dit là c'est une échelle quand on est rendu qu'on regarde des cubes là, de 500 millions d'années-lumière, donc on regarde quand même une grosse région dans l'univers, on se rend compte que tout finit par ressembler à une espèce d'éponge comme ça. La matière a tendance à s'agglomérer en formant des espèces de filaments de matière comme ça avec des galaxies puis des amas de galaxies. Et ça, c'est à peu près uniforme dans toutes les directions. Donc peu importe dans quelle partie de l'univers on va regarder. Si on prend une région suffisamment grande, là, 500 millions d'années-lumière ou plus, ça va ressembler à une espèce de cube comme ça, qui a une espèce d'éponge. Donc Einstein, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supposé que cette matière-là était distribuée de manière environ uniforme. Okay. Et dans le fond, c'était comme de supposer que l'univers était une espèce de gros jello, si vous voulez, là, qui était rempli de matière de manière uniforme, avec une masse volumique uniforme. Donc c'est sûr que c'est une grosse approximation, parce que dans la vraie vie, c'est pas quelque chose de complètement uniforme. C'est quelque chose, là, tu sais, il y a des régions où ça va être un peu plus dense que d'autres, mais ça reste quand même une bonne approximation de faire ça. Et ce principe-là, ça s'appelle le principe cosmologique. Donc le fait qu'on peut supposer que l'univers est équivalent dans n'importe quelle direction quand on le regarde à suffisamment grande échelle. Ça s'appelle le principe cosmologique. Ça permet de faire des approximations pour l'univers dans son ensemble. Et c'est exactement ce qu'Einstein a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, Einstein avait développé déjà les équations de la relativité générale. Et il s'est mis à appliquer ça sur l'ensemble de l'univers. Donc, c'est sûr que c'est des calculs qui sont très, très, très compliqués. C'est des résultats, c'est des démarches algébriques là, et des calculs assez complexes. Mais ce que ça lui donnait, ce que ça semblait lui indiquer, ces équations, quand il a fait ce travail-là, c'était qu'il y avait comme deux solutions, si vous voulez, à ces équations, deux façons que l'univers pouvait se comporter là, pour respecter les équations qu'il avait posées de la relativité générale. Ça lui donnait comme résultat que l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction. Okay, c'est comme si, selon la théorie de la relativité générale et les équations qu'Einstein avait développées, l'univers ne pouvait pas être statique. Les équations lui indiquaient que l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction. Mais ce qui est drôle, c'est que Einstein, comme n'importe qui, hein, comme n'importe quelle personne humaine, là, dans notre tête, on a tout le temps des petits préjugés, on pourrait dire, ou des petites idées un peu préconçues, ou des petites croyances personnelles. Okay? Puis Einstein, lui, pour différentes raisons, juste comme ça dans sa tête, là, lui était un peu convaincu que l'univers était quelque chose de statique. Okay? Lui, il pensait pas que l'univers était en train de gonfler ou de rapetisser. Lui, il pensait que l'univers avait une certaine forme, puis les galaxies étaient placées à un certain endroit, puis que ça bougeait pas, que c'était quelque chose qui était statique. Donc lui, juste comme ça, dans sa tête. Il pensait ça. C'était son idée. Il pensait qu'il voyait les choses comme ça. Il imaginait l'univers comme ça. Okay? Et là, ce qu'il s'est dit, c'est que quand ces équations lui ont indiqué que l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction, ben là, il s'est mis à douter. Il dit, ah, peut-être que je me suis trompé, peut-être que mes équations sont pas exactes, peut-être que j'ai fait une erreur dans mon raisonnement, tout ça. Puis là, dans le fond, ce qu'il a regardé, c'est qu'il a essayé de faire dire un peu à ses équations ce que lui, il voulait que ça donne, d'une certaine façon. Puis il s'est dit, y a-t-il une façon que c'est quelque chose que je pourrais faire dans mes équations pour que ça donne un univers qui est statique? Puis effectivement, il y avait deux choses qu'il pouvait faire pour que ça donne un univers statique. Il y avait soit qu'il pouvait supposer que l'univers ne contenait aucune masse,
Mais là, évidemment, il savait que ça n'avait pas de bon sens parce qu'on le savait que dans l'univers, il y avait de la masse. On observait des étoiles, des planètes, des galaxies. Fait que ça, il pouvait pas vraiment faire ça. L'autre chose qu'il pouvait faire, c'était qu'il s'était rendu compte, d'après la forme de ses équations algébriques et tout, il s'est rendu compte que si il supposait que l'espace vide possédait une certaine masse volumique, là, ça pouvait faire, puis pas n'importe quelle masse volumique, là, une valeur bien précise là, algébrique avec d'autres termes, ça peut faire en sorte que ça pouvait annuler certains termes. Et oui, là, dans certains cas, ça pouvait donner un univers qui est statique. Donc, c'est ça qu'il a fait. Okay, il a introduit ce qu'on appelle la masse volumique du vide dans ses équations pour essayer de comme tricher un peu. C'est que ses équations lui donnaient un certain résultat. Lui, il croyait pas vraiment que c'était le bon résultat, fait qu'il a essayé de tricher un peu, ou trouver une façon là, de modifier un peu ses équations. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Fait qu'il a introduit ce qu'on appelle la masse volumique du vide. Et puis finalement, on s'est rendu compte quelques années plus tard que ça marchait pas du tout ça, parce que l'univers, on le sait aujourd'hui, il est en expansion. Et en fait, c'est Hubble qui a découvert que l'univers est en expansion en observant les galaxies. Et ben, de toute façon, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble, là, V est égal à HD, qui montre justement que l'univers est en expansion. Donc, Einstein, évidemment, il le regrettait un petit peu d'avoir fait ça, puis lui-même, il l'a avoué là, plus tard. Il dit, ça a été la plus grande erreur de ma carrière. Donc, il dit, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû essayer de tricher là, avec mes équations. J'aurais juste dû avoir plus confiance en moi, puis avoir plus confiance aux résultats que mes équations me donnaient. Ces équations lui indiquaient que l'univers était soit en expansion, soit en contraction. Donc, si Einstein avait eu plus confiance en lui, plus confiance en ses équations, ça aurait été Einstein, le premier à découvrir que l'univers était en expansion. Mais finalement, c'est pas lui. Ça a été Hubble qui l'a découvert. Donc, c'est ça. Einstein a avoué que c'était l'erreur la plus grande erreur de sa carrière. Donc, on peut mettre le petit son ici là, d'Homer Simpson qui s'est trompé puis qui a fait une gaffe. Mais c'est correct de faire des gaffes, puis c'est pas... c'est ça qu'Einstein a dit, c'est qu'Einstein, dans le fond, il a écrit ça ici en anglais, que je vous traduis, c'est « Quiconque n'a jamais commis une erreur n'a jamais essayé quoi que ce soit de nouveau ». Donc Einstein, il a dit, c'est normal de quand on travaille comme ça un peu à la fine pointe là, de la technologie, puis quand on est à la limite là, des connaissances, ben c'est normal là, de faire des erreurs puis pas toujours avoir du premier coup les bonnes réponses. Mais c'est pas grave. Quand on fait des erreurs, faut les avouer. Faut avouer qu'on fait des erreurs. Puis après ça, ben on recommence, on ajuste nos théories, puis on y va comme ça. Donc même Einstein a déjà fait des erreurs dans sa vie. Faut penser que Einstein puis Newton étaient tout le temps parfaits du premier coup puis qu'ils faisaient jamais d'erreurs. Ça leur arrivait de faire des erreurs, même des fois des grosses erreurs, mais c'est pas grave. Quand on fait des erreurs, on l'avoue puis on les corrige puis on se reprend puis on continue. Donc Einstein aussi, il est passé par là, comme tout le monde. Tout le monde fait des erreurs. Mais bon, fait que maintenant que cet épisode-là est passé, on sait que la question est réglée. On sait que définitivement aujourd'hui l'univers, on sait qu'il est en expansion. Okay, donc c'est pas quelque chose qui est statique. Là, on sait que l'univers est en expansion. Donc toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Okay, ça a été observé, ça a été démontré, ça a été prouvé. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut expliquer un petit peu, on va avoir une espèce de modèle pour essayer de comprendre et d'expliquer un petit peu mieux comment ça se produit, l'expansion de l'univers, comment on peut le décrire, comment ça se produit. Et il y a une super belle analogie qui fonctionne très 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 bien, je dirais quasiment même parfaitement bien, okay, qui a l'air un peu peut-être un peu bébé, un peu enfantine au début quand on en parle. Là. On appelle ça l'analogie du pain au raisin, tout simplement. C'est qu'on imagine l'univers comme étant une espèce de pain au raisin qui est en train de cuire dans un four, là, qui est en train de gonfler, de prendre de l'expansion, parce que quand on fait cuire du pain, c'est ça qui arrive, hein, c'est de la pâte qui va gonfler dans le four. Et dans cette analogie-là, les raisins représentent des galaxies, et la pâte qu'il y a entre les raisins, ce qu'on appelle la mie du pain, elle va correspondre à le vide. Okay? Donc juste l'espace vide qu'il y a entre les raisins. Okay. Et dans cette analogie-là, comme je disais, ça a peut-être l'air un peu bébé, puis un peu nono, là, un peu ridicule quand on en parle. Mais au contraire, vous allez voir que c'est une super bonne analogie, puis ça explique vraiment très 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 bien le comportement de l'univers. C'est la meilleure idée que vous pouvez imaginer pour être vraiment le plus près possible de la réalité. Et quand on parle de ça, de l'expansion de l'univers et la théorie du Big Bang, tout ça, bien, il y a plusieurs personnes qui imaginent plutôt une explosion. Il
il y a beaucoup de personnes qui imaginent là, dans leur tête qu'au début, l'univers, quand il s'est formé, il y a eu comme une espèce de grosse explosion qu'on appelle le Big Bang, et c'est comme si les galaxies avaient été comme projetées par cette explosion-là, puis c'est pour ça que les galaxies sont en train de s'éloigner les unes des autres aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment une bonne image à avoir en tête. Ça correspond pas vraiment bien à ce qui se passe pour vrai dans la vraie vie. Alors que l'analogie du pain au raisin qui gonfle, c'est beaucoup plus près de la réalité. Et pour différentes raisons, okay, dans le livre, on vous donne 3 raisons. On va en expliquer quelques-unes. C'est que premièrement, quand on pense à une explosion, ben comment ça marche une explosion? C'est que ça présuppose qu'il y a eu un gros apport d'énergie au début. Par exemple, pensez à, je sais pas, une bombe qui explose ou un bâton de dynamite qui explose. Là, une explosion, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au début de l'explosion, il y a un gros apport subit d'énergie. Et après ça, il n'y a aucune nouvelle énergie qui est apportée dans le système, c'est juste les conséquences de l'explosion initiale. Okay? Alors que dans l'analogie du pain au raisin qui gonfle, ben c'est pas une grosse explosion. Il n'y a pas eu comme un gros apport d'énergie subite au début, bang, ça a explosé, puis après ça, il y a juste des fragments qui revolent. Dans l'analogie du pain au raisin, ben le pain, il cuit tranquillement. Puis le pain, par exemple, vous le mettez dans un four. Le four, là, il fait pas juste chauffer une fois au début. Tu sais, votre four, il atteint pas genre 10 000 degrés au début en 1 seconde, puis après ça, plus rien. Au contraire, votre four va avoir une température qui est plus basse, mais qui va se maintenir qui va se maintenir continuellement. Fait que si votre pain est dans un four qui est à, je sais pas là, 350 degrés Fahrenheit, ben, cette chaleur-là va être là tout au long du processus. Fait que vous avez, à chaque seconde, vous avez comme constamment de la nouvelle énergie là, qui va être absorbé par votre pain, puis votre pain va gonfler de manière vraiment progressive. Fait que c'est pas quelque chose d'instantané puis de subite au début. C'est pas quelque chose comme il n'y a pas eu comme un gros apport violent d'énergie au début, puis après ça, plus rien. C'est vraiment un phénomène qui est graduel, puis qui continue. Puis encore aujourd'hui, là, il y a comme si vous voulez, de la nouvelle énergie qui arrive puis qui apparaît dans l'univers pour le faire gonfler, si vous voulez. Okay. Fait que ça, c'est une des raisons. L'autre chose aussi, c'est que quand on pense à une explosion, ben une explosion, nécessairement, c'est tout le temps, tu sais, si il y a une explosion, c'est que ça veut dire qu'il y a eu une explosion qui a lieu à un certain endroit dans le temps et dans l'espace. Fait que s'il y a eu, par exemple, une explosion ici à un certain temps T, ça va avoir projeté, par exemple, différents fragments. Okay? Et on pourrait avoir, je sais pas, un fragment qui est en train d'aller dans cette direction-là à une certaine vitesse, puis un autre fragment qui est en train d'aller dans cette direction-là à une autre vitesse, puis un autre fragment qui est en train d'aller par là, et ainsi de suite. Okay? Mais dans une explosion, nécessairement, l'explosion, c'est un phénomène qui est localisé. Donc, il y a eu une explosion à partir d'un certain centre quelconque. Et ce qui arrive, c'est que dans n'importe quelle explosion, okay, même si on ne sait pas, disons, où a lieu exactement l'explosion, mettons qu'on n'aurait aucune information, là, ben juste en regardant les différents fragments de l'explosion, juste en regardant comme le résultat de l'explosion, si vous voulez, on pourrait dire là, ah mais si on a un fragment qui a été projeté dans cette direction-là, ben ça veut dire que le fragment provenait de quelque part ici, ce fragment-là a été projeté dans cette direction-là, ça veut dire que il provient de cette direction-là, puis lui provient de cette direction-là. Fait qu'on serait capable de juste étudier le comportement des fragments, leur vitesse et leur direction, puis on serait capable, là, si vous voulez, de retracer comme ça le lieu d'origine, le lieu où a eu lieu l'explosion initiale qui a projeté ces fragments-là. Okay? Mais justement, l'univers, ce n'est pas ça. Okay? Il n'y a pas eu une explosion comme ça avec des galaxies qui ont été projetées, parce que si c'était le cas, on serait capable de juste regarder dans quelle direction les galaxies s'éloignent, puis on pourrait comme trouver là, où est le centre de l'univers, en tout cas à quel endroit a eu lieu cette explosion-là. Mais justement, il n'y a pas eu d'explosion. Okay? Parce que l'espace gonfle de partout en même temps. Il n'y a pas vraiment de centre. Okay? Fait qu'on peut pas comme retracer un centre et dire ah tout semble s'éloigner de ce point-là. Il n'y en a pas de point central à partir duquel il y aurait pu avoir une explosion, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'espace gonfle de partout en même temps. Fait que c'est vraiment comme si vous aviez un pain au raisin qui était énorme, qui était dans le fond infini, puis qui gonflait de partout en même temps. Il n'y a pas vraiment de centre, là, ça fait juste gonfler de partout en même temps. Donc ça donne une meilleure idée de ce qui... C'est un peu plus à ça que correspond la réalité. L'autre, un peu plus subtil, c'est qu'on dit dans une explosion, ben nécessairement il y a un milieu, un environnement dans lequel l'explosion a lieu et les fragments se déplacent par rapport à l'espace. Okay? Alors que dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que c'est plutôt
les objets sont immobiles par rapport à l'espace, et c'est vraiment l'espace qui va gonfler. On en parlera plus là, à la prochaine section, la section 13, là, mais il y a une petite subtilité qu'on peut déjà commencer à discuter, et ça va avoir des impacts, là, entre autres au niveau de la vitesse de la lumière, puis la vitesse limite qu'un objet peut avoir, ou la vitesse limite d'éloignement qu'il peut avoir entre deux objets. On en reparlera, là, mais je peux quand même vous le dire tout de suite pour que vous commenciez à vous habituer. C'est que les galaxies sont immobiles par rapport à l'espace, et c'est l'espace qui va gonfler. Fait que c'est sûr que globalement, ça va faire en sorte que les galaxies vont s'éloigner les unes des autres, mais c'est pas les galaxies qui se déplacent dans l'espace. Elles sont immobiles par rapport à l'espace, et l'espace, lui, va gonfler. Okay, donc, c'est une petite subtilité, on en parlera plus à la section S13. Okay. Mais, ça fait que déjà, avec ces trois éléments-là, ça devrait déjà vous convaincre que c'est vraiment meilleur de voir l'expansion de l'univers comme un pain au raisin qui va gonfler. Ça correspond mieux à ce qui se produit dans la réalité versus l'explosion. Puis d'autres choses aussi, c'est que pour des raisons un peu étranges, qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de bien comprendre, c'est que quand on dit que l'univers est en expansion, que le vide gonfle, ok, ben c'est vrai, sauf que pour une raison un peu inconnue ou un peu mystérieuse, c'est qu'on dirait que l'expansion de l'espace va faire en sorte que ça va éloigner les objets, mais juste les objets qui sont situés déjà assez loin les uns des autres, puis qui sont pas comme trop fortement liés par la gravité. Donc je m'explique, c'est que si on regarde qu'est-ce qui s'éloigne les uns les autres, okay? On constate que c'est juste la distance entre les galaxies ou entre les amas de galaxies qui va gonfler, qui va s'étirer. Donc ça va éloigner les amas de galaxies les uns des autres. Par contre, tout ce qui se trouve à l'intérieur même d'une galaxie, c'est comme si c'était trop lié fort gravitationnellement, et c'est comme si ça allait échapper à l'expansion de l'espace, si vous voulez. Donc, par exemple, là, si on dit l'espace gonfle, parfait, ok, mais ça ne va pas affecter la taille de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Okay. Pourtant, entre le Soleil et la Terre, il n'y a rien. C'est du vide. Okay. Donc, on pourrait penser que si le vide gonfle, ben la distance entre la Terre et le Soleil va gonfler. Mais justement, non. Okay. C'est comme si le Soleil et la Terre étaient situés assez près l'un de l'autre, puis sont peut-être assez fortement liés gravitationnellement, puis que ça résiste ou ça échappe là, au gonflement de l'univers. On ne sait pas trop pourquoi ça se comporte comme ça, mais on observe que ça se comporte comme ça. Même chose si on regarde là, la Terre de l'orbite du Soleil dans la Voie lactée. Le Soleil, on sait qu'il est à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Entre le Soleil et le centre de la Voie lactée, il n'y a pas grand-chose. C'est pas mal du vide. Ben, il y a d'autres étoiles, là, mais si le vide gonfle, on pourrait s'attendre à ce que l'orbite du Soleil gonfle et augmente. Mais non. Okay. Donc, on dirait vraiment que tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une galaxie, c'est comme pas vraiment affecté par l'expansion de l'espace. L'expansion de l'espace va juste éloigner les galaxies les unes des autres. Okay. Fait comme je dis, on comprend pas nécessairement exactement pourquoi c'est comme ça, mais on sait que ça se comporte comme ça. Et encore une fois, l'analogie du pain au raisin, vous voyez que ça correspond parfaitement à ce qu'on a là, parce que quand vous faites cuire du pain au raisin, qu'est-ce qui arrive? C'est que le pain va gonfler. Le pain va avoir une expansion, donc qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que ça va faire éloigner les raisins les uns des autres. Mais quand vous faites cuire votre pain au raisin, là, les raisins eux-mêmes, ils vont pas gonfler. Les raisins vont pas changer de taille. Les raisins, ils ont une certaine taille, puis quand vous faites cuire votre pain, c'est juste l'espace entre les raisins augmente, mais les raisins comme tels, ils gonflent pas. Okay, la taille des raisins reste inchangée. Donc dans la vraie vie, c'est exactement ça qui se passe. On a dit tout à l'heure que les raisins, c'est l'équivalent des galaxies. Donc les galaxies, elles, ne gonflent pas. Les galaxies ne deviennent pas plus grosses. Elles font juste s'éloigner les unes des autres. Okay? Fait encore une fois, ça montre que l'analogie du pain au raisin, c'est vraiment là, ça correspond vraiment super bien. C'est une super belle image à avoir en tête là, quand vous pensez à l'expansion de l'univers, parce que c'est vraiment, ça respecte pas mal tous les critères. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez imaginer là, pour vous représenter l'univers en expansion. Okay. J'ai même trouvé une petite animation que je trouve un peu drôle, là, mais c'est parce que c'est ça, c'est super simple, c'est vraiment ça. Fait que c'est un pain au raisin qui va gonfler. Puis vous allez voir que la loi de Hubble elle va ressortir juste en regardant ça ici. Okay. C'est que vous avez un pain au raisin avec il y a le raisin local, là, ça serait comme ça serait l'équivalent de la galaxie la Voie lactée. Et on dit qu'on a trois autres galaxies qu'on a nommées 1, 2 et 3. Donc au début, il y a 1 cm
entre chacun de ces raisins-là ou entre chacune de ces galaxies-là. Et le pain va cuire pendant un certain temps, pendant 1 heure. Et pendant la cuisson du pain, le pain va gonfler d'un facteur 3. Donc l'espace va avoir gonflé par un facteur 3. Fait qu'au début, il y avait 1 cm entre chaque raisin. Et quand le pain va avoir fini de cuire, ou en tout cas quand on va être rendu un certain temps, il y a maintenant 3 cm entre chaque raisin. Fait que vous avez vu ce qui est arrivé. C'est vraiment le pain qui a gonflé, mais les raisins, eux, ils n'ont pas grossi. Les raisins ont conservé la taille qu'il y avait au départ. C'est juste la distance entre les raisins qui a augmenté. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui est arrivé, okay, vous avez la distance qu'il y avait entre le raisin qui est ici et chacun des 3 raisins avant la cuisson et après la cuisson. Donc au départ, là, la distance entre le raisin ici et le raisin 1, c'était 1 cm. La distance entre le raisin ici et le raisin 2, c'était 2 cm. Et l'autre raisin, c'est 3 cm. Et une fois que l'univers a gonflé d'un facteur 3, on est rendu qu'on a 3 cm, 6 cm et 9 cm entre le raisin 1, raisin 2, raisin 3. Et si on regarde à quelle vitesse ça correspond. Donc le raisin 1, par exemple, au début, était à 1 cm de nous. Et 1 heure plus tard, il est rendu à 3 cm de nous, donc il s'est éloigné avec une vitesse moyenne de 2 cm par heure. Le raisin numéro 2 était à 2 cm de nous au début. Maintenant, à la fin, il est rendu à 6 cm de nous, donc lui, il s'est éloigné de 4 cm en 1 heure. Et finalement, le raisin 3, ben, il était à 3 cm de nous au début. Maintenant, il est rendu à 9 cm, fait que lui, il s'est éloigné de 6 cm par heure. Fait que vous voyez la vitesse à laquelle les différents raisins s'éloignent de nous. C'est pas la même vitesse, hein? La vitesse est de plus en plus grande. Et la vitesse à laquelle les raisins s'éloignent de nous, c'est relié à la distance qu'il y avait entre nous et les raisins. C'est normal parce que comme le vide ou l'espace gonfle de partout en même temps, ben si au départ il y avait plus de pâte là, entre vous et un certain raisin, ben comme la pâte gonfle de partout, s'il y avait plus de pâte, ben en gonflant, ça a plus éloigné le raisin. Okay. Donc, ce qu'on voit ici, c'est juste que la vitesse d'éloignement des raisins par rapport à celui-là, c'est directement proportionnel à la distance à laquelle les raisins se trouvaient de nous. Fait que, par exemple, le raisin numéro 3, il se trouvait 3 fois plus loin de nous. Donc, la vitesse avec laquelle il s'éloigne de nous, c'est une vitesse qui est 3 fois plus grande. Okay. Fait que vous voyez ça, là, ce qu'on est en train de dire là, c'est exactement la loi de Hubble. La loi de Hubble, ça dit que V est égal à HD. Donc, ça dit justement que la vitesse à laquelle les galaxies vont s'éloigner de nous, c'est proportionnel à la distance. Donc, une galaxie qui se trouve, par exemple, 3 fois plus loin de nous, va avoir une vitesse d'éloignement par rapport à nous qui va être 3 fois plus grande aussi. Puis H, ce serait le rythme de gonflement de l'espace. Dans cette analogie-là, ce serait le rythme auquel le pain va gonfler. Là. Mais dans la loi de Hubble, c'est le rythme auquel l'espace gonfle. Okay, c'est le taux de gonflement de l'espace. Donc, c'est ça. Fait que juste en regardant cette petite analogie simple, petite animation simple, on comprend un peu comment fonctionne la loi de Hubble, puis on comprend un peu comment l'univers est en expansion. Donc, encore une fois, c'est une très belle analogie. C'est probablement la meilleure analogie que vous pouvez vous imaginer dans votre tête pour vous imaginer le gonflement de l'espace. Okay. Ici, on a des petites subtilités. Là. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. On va en parler plus à la section S13, mais ce qu'on va voir, c'est que dans l'histoire de l'univers, la constante de Hubble va changer légèrement dans le temps. Okay. Donc, quand on utilise la loi de Hubble, il faut que la vitesse, la constante de Hubble, puis la distance, ce soit toutes mesurées en même temps. On peut nous mettre un petit indice A pour dire qu'il faut que ce soit mesuré aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire la distance à laquelle se trouve la galaxie aujourd'hui, multiplier ça par la constante de Hubble il y a 3 milliards d'années, va donner une certaine vitesse. Il faut que toutes les 3 variables soient mesurées en même temps, si vous voulez. Okay. Et ça, actuellement, la constante de Hubble, elle vaut environ 65 km par seconde par mégaparsec. On avait déjà discuté que c'était un chiffre qui était plus ou moins précis, là, à plus ou moins 15%. Et ce qui arrive aussi, on le verra plus à la section S13, c'est que la constante de Hubble change légèrement dans le temps. Fait qu'elle n'est pas toujours égale à ça, elle va changer. Okay. Elle était plus grande dans le passé, puis elle va devenir de plus en plus faible dans le futur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la constante de Hubble vaut environ 65 km par seconde par mégaparsec. Et maintenant qu'on comprend un petit peu mieux là, la loi de Hubble, puis qu'est-ce que ça représente, le paramètre de Hubble, la constante H, ça correspond au rythme de gonflement de l'espace. Donc ça nous indique à quelle vitesse ou à quel rythme est-ce que l'espace prend de l'expansion. Le chiffre qu'on utilise beaucoup pour faire les calculs, c'est celui-là, 65 km par seconde par mégaparsec. Donc on va essayer de comprendre un petit peu mieux
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, juste faire réaliser que des kilomètres par seconde par mégaparsec, c'est une distance divisé par un temps, divisé encore par une distance. Fait que pour vrai, là, les deux distances ici, on pourrait juste les annuler. Okay? Et d'ailleurs, il y a moyen d'écrire la constante de Hubble juste avec des unités qui sont du temps à la moins 1. Fait qu'on pourrait là, remplacer les kilomètres par des mégaparsecs ou les mégaparsecs par des kilomètres, puis ces deux choses-là s'annuleraient, il resterait juste des secondes moins 1. Et c'est la même chose que 2.1 fois 10 à la 8 secondes moins 1. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut le voir comme un pourcentage. Ça, c'est 2.1 fois 10 à la moins 16%. Donc, c'est comme si à chaque seconde, le vide gonflait de 2.1 fois 10 à la moins 16%. Il augmentait de 2.1 fois 10 à la moins 16%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Okay? Et ça, c'est une façon qu'on peut l'exprimer. On pourrait l'exprimer, par exemple, en années. Okay? En mettant des années moins 1 plutôt que des secondes moins 1. On pourrait même l'écrire de manière différente, là, écrire là, les distances ici, on pourrait écrire en nanomètres par année par kilomètre, par exemple, au lieu d'en kilomètres par seconde par mégaparsec. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs façons, toutes équivalentes les unes aux autres, d'écrire la constante de Hubble. Et dans certains cas, c'est plus avantageux d'utiliser une certaine façon que d'autres. Ça dépend le problème qu'on est en train de résoudre. Quand on travaille avec la loi de Hubble comme telle, là, qui est V est égal à HD, ben, pour cette équation-là, c'est plus avantageux d'utiliser cette formule-là parce que souvent les vitesses sont en kilomètres par seconde et les distances vont être en mégaparsec. Donc là, la constante H c'est directement les bonnes unités. Mais dans les prochaines sections, ça va arriver qu'on va voir des formules pour lesquelles ça va peut-être être plus avantageux, par exemple, d'utiliser cette version-là ou cette version-là. Mais en tout cas, les quatre sont pareils. Okay. Puis juste pour vous faire réaliser un petit peu le rythme d'expansion de l'espace. Si je vous dis là, l'espace gonfle au rythme de 65 km par seconde par mégaparsec, mais probablement que ça vous dit pas grand chose parce que des mégaparsecs, là, vous savez pas trop c'est quoi, mais vous le savez c'est quoi, mais on sait que c'est 1 million de parsecs, puis 1 parsec c'est 3.26 années-lumière, mais 1 mégaparsec c'est donc 3.26 millions d'années-lumière. C'est une distance qui est excessivement grande, puis c'est rendu un chiffre tellement gros qu'on dirait qu'on perd un peu le fil, puis on sait plus, là, c'est juste immense dans notre tête, puis on dirait qu'on n'a pas une si bonne idée que ça de ça à quoi ça peut correspondre. Donc, mais ce que ça veut dire, c'est que à chaque seconde qui s'écoule, 1 mégaparsec de vide augmente de 65 km. Fait que ça peut paraître beaucoup. On dit à chaque seconde, il y a comme 65 km de vide qui apparaît ou l'espace gonfle de 65 km, ça peut paraître beaucoup. Mais quand on l'écrit comme ça, en nanomètres par année par kilomètre, on se rend compte que c'est vraiment pas beaucoup. Ça, ce que ça veut dire, c'est que à chaque année, 1 km de vide augmente de 66 nanomètres. Ça veut dire que si vous avez par exemple 1 km de vide, puis vous attendez pendant 1 an, mais pendant cette année-là qui s'est écoulée, le vide a gonflé parce que l'univers est en expansion. Et quand vous allez revenir 1 an plus tard, là, votre kilomètre de vide, il va mesurer 1 km et 66 nanomètres. Il va s'être étiré, il va s'être allongé de 66 nanomètres. 66 nanomètres, évidemment, c'est une distance qui est très 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 petite. Hein. Ça le dit, c'est des nanomètres. C'est à peu près gros comme ça correspond à peu près à la taille d'un virus. Okay? Donc c'est vraiment très 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 petit. Donc de l'écrire de cette façon-là, ça vous donne une information quand même intéressante que vous aviez peut-être pas réalisée jusqu'à présent, là, mais c'est que le rythme de gonflement de l'espace, le rythme d'expansion de l'univers est très 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 petit. Donc l'univers ne gonfle pas rapidement, il gonfle très 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 lentement, mais en contrepartie, l'univers est tellement grand. Okay, quand on écrit là, V est égal à HD, okay, donc la constante H, on peut dire qu'elle est quand même très 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 faible. Donc l'univers gonfle pas rapidement, mais par contre, il est tellement grand que même si vous avez une galaxie, même si vous êtes dans un univers qui gonfle pas très très rapidement, mais vous avez une galaxie qui est située là, à des centaines de millions, même des centaines de milliards d'années-lumière de nous, ben cette distance est très 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 grande, même si la constante H est faible, ça peut quand même donner parfois des vitesses qui sont très 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 grandes. Puis même que des fois ce qui arrive, c'est que y a des galaxies qui sont situées tellement loin de nous, à une distance D qui est tellement grande, que ça donne ici une vitesse qui est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc ça, peut-être que ça vous dérange un peu, là, mais on va en parler plus à la section S13. Mais effectivement, là, en ce moment, dans l'univers, il y a des galaxies qui sont en train de s'éloigner de nous plus vite que la vitesse de la lumière parce que sont situées excessivement loin de nous. On y reviendra à ça. Okay? Donc inquiétez-vous pas, peut-être ça vous mélange un peu, là, que des galaxies loin de nous plus vite que la vitesse de la lumière. À la section S13, on y reviendra puis on l'expliquera. Okay.
Sinon, on va parler du décalage vers le rouge cosmologique. Okay? Donc, quand on observe des galaxies lointaines, on sait que les galaxies s'éloignent de nous. Puis, quand on observe leur longueur d'onde, on se rend compte qu'ils ont des longueurs d'onde observées qui sont plus grandes que les longueurs d'onde normales. Et on peut associer donc un certain facteur delta à ça. Et quand on parle de delta, souvent on parle d'effet Doppler, puis on dit les galaxies s'éloignent de nous, fait que si s'éloignent de nous, ça fait un effet Doppler. On avait mentionné rapidement à la fin de la section précédente, de la section S11B, que c'était pas tout à fait un effet Doppler, puis que bon, pour eux, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va l'expliquer maintenant, c'est qu'en fait, les galaxies, pourquoi quand on les observe, on voit des longueurs d'onde observées plus grandes que les longueurs d'onde normales? C'est pas exactement dû à un effet Doppler, c'est plutôt dû au fait que les photons, ils se font étirer parce qu'ils voyagent dans un univers qui est lui-même en expansion. Okay? Et quand les photons sont émis par une galaxie, ils n'arrivent pas à nous instantanément, il faut qu'ils voyagent pendant un certain temps. Donc les photons passent un certain temps dans l'univers, puis cet univers-là est en expansion, et ça fait gonfler, ça fait, comme si vous voulez, prendre de l'expansion aussi aux photons. Donc ça étire leur longueur d'onde, et ça les fait donc, nous on les observe donc avec une longueur d'onde qui est plus grande que leur longueur d'onde normale. Okay? Et ce qui est un peu bizarre, c'est que tout à l'heure, j'ai mentionné que l'univers était infini. En fait, c'est ce qu'on croit. Okay? Qu'il n'y a pas une taille qui est fixe, il y a vraiment une taille qui est infinie. Okay? Le problème avec ça, c'est que si on dit, parfait, l'univers est infini, mais on vient de dire aussi qu'il est en expansion, parce qu'on voit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, que le vide gonfle et tout ça. Mais si la taille de l'univers, c'est déjà l'infini, puis que là, il gonfle, ben, il va devenir plus gros. Ok, parfait. Mais plus gros que l'infini, c'est quoi? Ben, c'est encore l'infini. Ok. Fait que c'est ça, tu sais, si on dit, je sais pas, là, en mathématiques, vous l'avez peut-être vu, mais 2 fois l'infini, ça donne l'infini, ou 1 million de fois l'infini, ça donne l'infini. L'infini divisé par n'importe quoi, ça donne l'infini aussi. Hein. Si on dit l'infini divisé par 1 million, ben ça donne l'infini encore. Donc, à cause que l'univers a une taille qui est infinie, c'est très 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 difficile de le comparer. On peut pas on peut pas dire là, aujourd'hui l'univers mesure tant d'années-lumière de diamètre, puis dans le futur il va mesurer tant d'années-lumière de diamètre. On peut pas parce qu'il est infini tout le temps. Okay. Fait qu'une des façons qu'on a trouvé mathématiquement, c'est non pas de parler de la taille absolue comme telle de l'univers, parce qu'il y en a pas, on peut pas dire qu'il mesure un certain nombre de mètres ou un certain nombre d'années-lumière ou peu importe. Sa taille est infinie tout le temps. Mais ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on a défini un truc qui s'appelle le facteur d'échelle. C'est le symbole E qu'on va utiliser dans les équations. Et le facteur d'échelle, c'est pas une taille comme telle, c'est juste une espèce de rapport ou une espèce de facteur multiplicatif qu'on va appliquer à la taille de l'univers. Okay? Donc je m'explique, c'est que par définition, dans la façon que le facteur d'échelle est défini, c'est que aujourd'hui, en ce moment, à l'instant où on se parle, là, le facteur d'échelle est toujours défini comme étant à 1. Okay? Donc on dit en ce moment, l'univers a une certaine forme, une certaine configuration, une certaine taille qui est infinie. Okay? Mais on dit cet infini-là, aujourd'hui, présentement, ça correspond à un facteur d'échelle E égale à 1. Okay? Et ce qu'on dit, c'est que l'univers est en expansion. Ça veut dire que dans le passé, l'univers était plus petit que maintenant, même s'il était encore infini, là, mais il était comme un infini plus petit que maintenant. Et dans le futur, ben, comme l'univers va avoir gonflé, il va être plus grand que maintenant. Donc, plus grand que l'infini, ça va être quand même l'infini, mais ça va être comme un infini plus grand que l'infini actuel. C'est un peu bizarre, là, mais c'est ça. Le facteur d'échelle, c'est juste le facteur multiplicatif par lequel on va multiplier la taille de l'univers. Okay. Ça va donner quand même, le résultat va quand même donner l'infini. Mais c'est comme tout à l'heure, on disait, tu sais, 2 fois l'infini, ça donne l'infini. Mais 2 fois l'infini, c'est comme plus grand que juste une fois l'infini. C'est un peu ça l'idée. Okay. Donc aujourd'hui, en ce moment, le facteur d'échelle vaut 1. Dans le passé, le facteur d'échelle était plus petit que 1. Par exemple, là, dans le passé, il y a eu une époque où le facteur d'échelle était égal à 0.5, par exemple. Donc l'univers était 2 fois plus petit qu'actuellement. Il mesurait encore l'infini, mais c'est comme s'il était un plus petit infini que maintenant. Et comme l'univers est en expansion, ben on peut dire que dans un futur, là, dans un certain nombre de millions de milliards d'années, l'univers va avoir un facteur d'échelle, par exemple, 1.5. Okay? Fait qu'il va être plus grand que maintenant. Il va être encore l'infini, mais il va être comme un infini plus grand qu'actuellement. Okay. Fait que c'est un peu
étrange peut-être cette façon-là ben, parce qu'en fait on peut pas faire mieux. C'est à peu près la seule chose qu'on peut faire pour différencier la taille de l'univers à différents moments de son histoire. On peut pas parler de mètre, on peut parler juste de facteur d'échelle parce que si on veut parler de dimension comme telle, c'est infini à toutes les étapes de son développement. Avec le facteur d'échelle, ça fonctionne. Puis vous allez voir qu'on peut même rentrer ça dans certaines équations. Ce qui arrive, c'est que comme aujourd'hui, en ce moment, le facteur d'échelle est tout le temps égal à 1, ben, ça permet de faire des équations qui vous allez voir, fonctionnent assez bien. C'est que par exemple, pour le fameux delta, là, okay, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas vraiment un effet Doppler, c'est plutôt dû au fait que l'univers est en expansion. Fait qu'imaginez que vous avez un photon qu'on reçoit, qu'on observe aujourd'hui. Okay? Fait que si on l'observe aujourd'hui on est à un facteur d'échelle égal à 1. Okay? Et disons que ce photon-là a été émis, si on le reçoit aujourd'hui, ça veut dire nécessairement qu'il a été émis quelque part dans le passé, parce que ça a pris un certain temps pour que le photon nous parvienne jusqu'à nous. Fait que si on reçoit un photon aujourd'hui, ça veut dire que dans le passé, il a été émis par une galaxie, par exemple, puis que le photon a voyagé pendant un certain temps dans l'univers avant de parvenir jusqu'à nous. Donc, il a nécessairement été émis quelque part dans le passé, à une époque où le facteur d'échelle était plus petit que 1. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, le facteur d'échelle vaut 1. Donc, disons que vous avez un photon qui a été émis dans le passé, à une époque où le facteur d'échelle est égal à 0,25. Après ça, on regarde la différence. Fait que s'il a été émis quand le facteur d'échelle est égal à 0,25, aujourd'hui, on est rendu à facteur d'échelle E égale à 1. Fait que qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a été émis et le moment où on le reçoit aujourd'hui, c'est que l'univers a gonflé d'un facteur 4. Hein. Si on est passé d'un facteur d'échelle à 0,25 pour aller jusqu'à un facteur égal à 1, on a fait x4. Donc l'univers a gonflé d'un facteur 4. Et si l'univers a gonflé d'un facteur 4, ça veut dire que le photon, lui, a été étiré d'un facteur 4 aussi, parce que le photon, il gonfle, sa longueur d'onde augmente au même rythme que le gonflement de l'espace. Donc, je fais une petite animation ici, ça c'est ce qui s'est passé entre le moment initial, quand le photon a été émis, et le moment actuel où on reçoit le photon. Donc, entre l'émission du photon et sa réception, l'univers a gonflé d'un facteur 4. Et vous voyez, la longueur d'onde du photon, elle s'est faite, elle aussi, là, étirée d'un facteur 4. Okay. Fait que tout ça, ça permet juste d'écrire l'équation ici qui dit que delta est tout simplement égal à 1 sur E. Delta, là, c'est la même chose là, que c'est le même delta qu'on connaît. Là, quand on parle de l'effet Doppler, on dit que delta, c'est la longueur d'onde normale, c'est la longueur d'onde observée sur la longueur d'onde normale. Okay. C'est les mêmes formules qu'on écrivait là, avant. Oups, je me suis mélangé. C'est longueur d'onde observée sur la longueur d'onde normale. Comme ça. Okay. Et la façon de calculer le delta, c'est on dit c'est 1 sur E. E, c'est le facteur d'échelle au moment où le photon a été émis. Fait que si le photon a été émis, par exemple, là, à une époque où le facteur d'échelle est égal à 0,25, parfait. On dit 1 divisé par 0,25, ça donne 4. Et ça donne directement le nombre de fois que l'univers a gonflé depuis que le photon a été émis. Et si l'univers a gonflé d'un facteur 4, ça veut dire que le delta va être égal à 4. Si le delta est égal à 4, ça veut dire que la longueur d'onde qu'on va observer va être exactement 4 fois plus grande que la longueur d'onde normale. Fait que tout fonctionne bien en utilisant cette façon-là de décrire les choses. Donc le facteur d'échelle, je sais que ça a peut-être l'air un peu bizarre peut-être au début, là, mais ça fonctionne bien. C'est une bonne façon de décrire le gonflement de l'espace. La meilleure façon en fait qu'on peut utiliser, puisqu'on est dans un univers qui est infini, mais le facteur d'échelle permet de comme comparer la taille de l'univers à deux moments différents, même si techniquement chacune de ces deux tailles-là correspond à l'infini. Okay. Puis, ça sert à quoi de faire ça? Okay, des fois, il y a des gens qui disent comme moi, ok, je comprends un peu le facteur d'échelle, je comprends l'idée du gonflement, mais pourquoi que c'était pas correct de prendre l'effet Doppler? Parce que nous, quand on a vu l'effet Doppler, au début, on a dit que delta est égal à 1 plus V sur C. Puis, tu sais, quand l'espace gonfle, ben, ça fait en sorte que les galaxies s'éloignent de nous. Puis quand les objets s'éloignent de nous, ça fait un effet Doppler qui est égal à 1 plus V sur C. Puis V, c'est la vitesse à laquelle les objets s'éloignent de nous. Ok, ça, on avait... Puis là, on se dit pourquoi c'est pas correct de faire ça. Ben, c'est ça dépend. Si vous avez des galaxies qui sont relativement proches de vous, comme on avait dit la dernière fois, là, quand vous avez des deltas qui sont plus petits que 1.3, c'est correct de faire le calcul ici là, en disant que c'est 1 plus V sur C. Okay? Le problème, c'est que quand on regarde des galaxies qui sont relativement près de nous, okay, vous allez avoir des deltas qui sont relativement petits.
Donc, des deltas qui sont des fois là, très très proches de 1. Hein. Ça se peut des deltas qui soient égales à 1.001 ou quelque chose comme ça. Donc, comme par exemple, ça c'est une image d'un amas de galaxies qui est situé quand même très 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 loin de nous. Et quand on analyse certaines parties de cet amas-là, comme il y a plusieurs galaxies qui ont un delta d'à peu près 1.29. Donc, fait que ça va, on pourrait utiliser cette technique-là, ça fonctionnerait encore. On dit la limite, ça va jusqu'à 1.3, donc ça serait correct. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a certaines régions de cet amas-là qui ont des facteurs delta de 4.23. Okay? Et si on utilisait seulement l'équation de l'effet Doppler, là, ben, l'effet Doppler classique, c'est 1 plus V sur C. Okay? Mais la vitesse d'éloignement de la vitesse de déplacement dans l'espace d'une galaxie par rapport à nous, ça peut pas être plus grand que la vitesse de la lumière. Okay? Fait que comme V peut pas être plus grand que la vitesse de la lumière, la valeur maximale du delta qu'on peut avoir ici, ce serait 2. Hein? Si la vitesse là, tendait vers la vitesse de la lumière, on aurait à peu près 1. 1 plus 1, ça donne à peu près 2. Donc si on fait juste se limiter à la formule de l'effet Doppler classique, ce serait comme impossible d'avoir des effets Doppler plus grand, des facteurs delta plus grands que 2. Et quand on observe dans la vraie vie, là, des vrais amas de galaxies, des fois ça arrive qu'on observe des facteurs delta qui soient plus grands que 2. Donc si on faisait seulement se limiter là, à cette formule-là, ça fonctionnerait pas. On comprendrait pas, ce serait comme impossible d'avoir ça. Par contre, dans la vraie vie, on en observe des deltas qui sont comme ça. Alors que quand on prend la technique qu'on a discuté là, tout à l'heure avec tout simplement que c'est l'espace qui va gonfler, tout ça, ben, il n'y a aucun problème. Par exemple, dans cette vraie situation-là, si on observe un facteur delta qui est égal à 4.23, ça veut tout simplement dire que entre le moment où les photons ont été émis et le moment où on reçoit les photons aujourd'hui, l'univers a gonflé d'un facteur 4.23. C'est pour ça que les photons se sont fait étirer d'un facteur 1.23. C'est pour ça que quand on les observe, ils ont une longueur d'onde observée 4.23 fois plus grande que leur longueur d'onde normale. Et ça veut donc dire que tout simplement, ces photons-là ont été émis très 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 loin dans le passé, à une époque où le facteur d'échelle était égal à 0.24. Okay. Donc, il n'y a aucun problème avec cette formule-là. Fait que c'est une façon plus exacte là, de comprendre qu'est-ce qui cause l'allongement des longueurs d'onde observées. Si vous voulez, l'étirement pour que les longueurs d'onde qu'on observe sont étirées par rapport aux longueurs d'onde normales, c'est plus causé par le fait que l'univers est en expansion, puis que les photons ont voyagé longtemps dans un univers qui est en expansion, plutôt que par un effet Doppler comme tel. Okay. Donc, voilà, fait que c'est ça la façon la plus correcte là, de faire ces calculs-là. Donc, on va arrêter ici pour l'instant. Ça va terminer la section S12A. Puis, donc maintenant que c'est fait, on a les éléments qui sont en place. On a parlé là, du gonflement de l'espace. On sait un petit peu plus géométriquement comment ça se produit. On a apporté des petites spécifications. En tout cas, on a fait certaines précisions, plutôt que je veux dire, là, certaines précisions par rapport à la loi de Hubble. Ça, on comprend un petit peu plus comment ça fonctionne, l'expansion de l'univers. On a introduit le facteur d'échelle. Donc là, on a pas mal tous les éléments nécessaires pour parler vraiment de la théorie du Big Bang. Donc l'histoire de la formation de l'univers jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on verra à la prochaine section, la section S12B. Donc, on va arrêter pour l'instant. Donc, bonne journée et à la prochaine.